C'est tout seul, là, hop. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Si, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ok, alors on va passer donc au déroulé de ce matin. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va vous proposer donc une petite introduction pour poser le contexte avec quelques éléments de contexte sur une étude d'impact, etc. Ensuite, on aura 2 retours d'expérience, donc réalisés par Anne-Claire et Ludovic, qu'on vous présentera juste après. Et puis, à la fin, on verra quelques pistes d'action pour répondre à notre thème du jour. Donc, on verra à la fin ce qu'on peut tirer de tout ça. Donc, je vais laisser la parole à, je crois, Cyrielle. C'est ça. Je prends le contrôle des slides. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Autre élément de contexte et des éléments qu'on peut vous donner, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau dans le chat pour que ce soit dynamique, qu'on puisse aussi y répondre. Vraiment, l'objectif, c'est qu'on vive un moment ensemble de partage et que l'on puisse ressortir avec les éléments de réponse concernant cette thématique sur le rôle des parties prenantes sur un projet de changement. Donc, vous pourrez, on laissera aussi à la fin de chaque intervention d'Anne-Claire et de Ludovic un temps de questions-réponses, mais n'hésitez pas à le faire également au fur et à mesure tout au long de la présentation. Donc, on va vous donner quelques éléments d'introduction, de contexte pour répondre à cette question sur le rôle des parties prenantes sur un projet de changement. Donc, on le sait tous, à l'heure de la transformation numérique, les modèles organisationnels et les modes de travail évoluent. Mais aucun changement ne peut être bien mené sans en avoir un accompagnement auprès des collaborateurs, ni sans une bonne compréhension des enjeux et des différents facteurs qui entrent en ligne de compte et qui permettent au changement de se réaliser. Le changement pour une entreprise, c'est porteur de risques, mais également d'opportunités. Et donc, pour limiter les risques et saisir les opportunités en termes de développement, de croissance, les équipes projets doivent avoir une vision claire de l'ensemble des éléments qui constituent l'environnement de l'entreprise. Donc, on peut se poser la question, quels sont finalement ces facteurs technologiques, économiques, politiques, organisationnels, mais aussi culturels qui vont avoir un impact sur l'objectif fixé? Et quels effets le changement aura aussi sur l'entreprise en matière de relations avec les collaborateurs, les clients et les parties prenantes? Et donc, par rapport à ces parties prenantes, on se pose aussi la question, quels acteurs mobiliser pour cet accompagnement au changement? On va donc, pour répondre à ces quelques petites premières questions, essayer justement d'apporter des éléments de réponse, mais tout d'abord en se rattachant à ce que l'on connaît, ce que l'on sait tous sur l'accompagnement au changement et sur ce qui est une transformation réussie. Et donc, l'une des premières réponses sur une transformation réussie, c'est d'avoir une vision claire, de repréciser à l'ensemble des collaborateurs ce que le changement va apporter. Donc, il est par conséquent essentiel d'en expliquer l'ensemble des raisons, d'en expliquer les étapes détaillées pour avoir une implication auprès de tous et d'avoir leur adhérence. Et donc, pour ça, il faut être transparent, totalement transparent sur ce que va devenir l'entreprise demain avec cette transformation. Et donc, ça va permettre tout ceci d'avoir une confiance autour des changements qui vont avoir lieu. Et donc, pour et répondre à toutes ces questions, la communication est un des rôles et un des éléments essentiels. Donc, la direction communication est un élément essentiel. Le changement est en deuxième point. Le changement est repose également sur le développement des compétences. Combien de salariés se sont retrouvés finalement en perte de confiance ou démotivés car ils ne savaient plus, ils n'arrivaient plus à assurer les nouvelles tâches justement par manque de compétences et de nouvelles compétences acquises par le changement. Donc, négliger l'aspect compétence, c'est prendre le risque de générer une perte d'adhésion des salariés et d'importantes frustrations. Et donc, la formation et plus globalement la gestion des compétences dans l'entreprise est une clé de réussite qui est aux mains des RH. Et donc, quand on a ces premiers éléments,
fait ce premier constat, on peut aussi se raccrocher à ce que l'on voit et toutes nos questions que l'on se pose. C'est pourtant, ces parties prenantes qui sont la direction communication, la direction des RH, sont souvent, je ne veux pas avancer, on n'a pas réussi à quantifier avec des chiffres précis, mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'elles sont souvent peu présentes, peu intégrées, voire totalement absentes des projets de changement, de projets de conduite du changement et de la transformation. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, sachant que ces parties prenantes ont des rôles clés dans la stratégie globale de l'entreprise et également comment, et ça va être notre question centrale, comment faire des fonctions support, les RH, la communication, la formation, de réelles parties prenantes qui seront porteurs du changement. Donc, pour aussi apporter quelques éléments de réponse avant de rentrer encore plus en profondeur sur cette question et répondre à cette question centrale, dans tout projet de changement, nous commençons par une étape de cadrage. Et cette étape de cadrage doit aussi faire partie de l'étape de cadrage des parties prenantes, doit aussi en faire partie de l'étape de cadrage plus globale. Et donc, pour ceci, il s'agira de comprendre la nécessité et le rôle clé que peuvent incarner ces parties prenantes grâce à l'analyse des impacts du changement. Le deuxième vecteur va être d'identifier ces parties prenantes en fonction de l'intérêt porté au changement et de leur pouvoir auprès des populations impactées par le changement. Et le troisième vecteur va être de déterminer le rôle sur le projet et leur niveau d'implication. Je vais donc laisser la parole à Clara qui va vous expliquer plus en détail ce premier point et je terminerai sur les deux deuxièmes points. Oui, merci Cyrielle. Effectivement, dans un premier temps, il sera important de faire cette analyse d'impact pour bien appréhender ces différents impacts sur le changement, les impacts du changement sur les populations de l'entreprise. Donc là, on en a cité que quelques-uns, donc des impacts d'ordre organisationnel, culturel, même outils, que ce soit sur la direction, manager ou encore les collaborateurs. Donc, pour citer quelques exemples d'impact, et souvent, ce qui est vraiment souvent le cas dans les projets de transformation, des impacts sur l'évolution des compétences individuelles et collectives des populations, mais aussi des impacts qui peuvent aussi être sur la posture et le rôle des managers, ou encore sur l'accès à des outils, soit du quotidien ou à de nouveaux outils collaboratifs. Donc ça, ce sera la première phase à réaliser pour bien analyser les impacts du changement. Et donc, pour la deuxième partie, je te laisse reprendre la main. Et donc, une seconde étape cruciale dans cette étape de cadrage va être d'élaborer un plan efficace de participation des parties prenantes. Et donc, dans tout ça, c'est de bien les identifier et de bien les évaluer. Finalement, après cet impact et les impacts au changement qu'on a pu identifier, on va pouvoir déterminer quelles sont ces parties prenantes et les placer finalement sur une matrice, la matrice pouvoir-intérêt. Cette cartographie va vous permettre, en plus de schématiser finalement toutes les relations entre les parties prenantes, elle va permettre d'identifier correctement les principales parties prenantes et de les classer par ordre de priorité. Donc, si on prend un exemple, si on place une des parties prenantes dans la catégorie gérer de près, donc c'est-à-dire avec un profil d'un profil très puissant, donc un pouvoir très puissant auprès des populations impactées et qui porte un fort intérêt au changement, il va s'agir en fait finalement ces parties prenantes en termes d'actions conseillées, d'engager avec attention, de consulter régulièrement, de proposer un partenariat, de co-décider et d'avoir une gestion rapprochée. Si l'on prend par exemple les profils avec un pouvoir important mais un intérêt faible pour le changement, donc à garder une satisfaction, il faudra du coup veiller à ce que ces parties prenantes soient satisfaites,
délivrer des informations de qualité et augmenter son intérêt progressivement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous les donnerai, mais vous voyez, finalement, on peut les placer, on va pouvoir placer ces parties prenantes et de déterminer des actions concrètes pour pouvoir ensuite les placer, et c'est dans cette seconde étape, dans un rôle et déterminer vraiment un rôle, un rôle précisément. Et ça, c'est la dernière étape finalement de cette étape de cadrage qui va être de déterminer le niveau d'implication des parties prenantes dans le changement. Et là, je pense que vous êtes un certain nombre, voire peut-être quasiment tous, à connaître cette matrice, la matrice RACI, qui sert à décrire la participation des différents rôles des parties prenantes et qui va permettre de clarifier le rôle et les responsabilités de chacun sur le projet. Donc, par exemple, si on prend le R, donc c'est le responsible, c'est celui qui va réaliser la tâche. C'est celui qui va vraiment prendre cette tâche. Ils peuvent être un ou plusieurs. Et c'est cette partie prenante qui va prendre en charge cette tâche intégralement. On a l'accountable qui est celui qui va approuver la tâche. On a le consulted, c'est celui qui va être consulté. Donc, c'est celui auprès duquel on va venir prendre un conseil. Et on a le dernier rôle, c'est l'informé. C'est celui du coup qui doit être informé. Il n'a pas d'action, il n'a pas de pouvoir de décision, mais pour autant, on va le satisfaire par de l'information. Donc, en ayant finalement une bonne cartographie de ces parties prenantes, ça va vraiment nous permettre d'entrer dans vraiment notre question centrale de comment faire au-delà de ce cadrage que nous avons fait, il faut rentrer en action. Dans tout le changement, on le sait, un changement n'est valable que si l'on rentre en action finalement. Donc, comment faire pour que ces fonctions support soient de réelles parties prenantes et porteurs du changement? Et pour cette question centrale, on va élargir nos réflexions en laissant la parole à Anne-Claire qui va nous en dire plus sur le rôle des parties prenantes au sein même d'un projet de changement. Et puis ensuite, nous laisserons la parole à Ludovic qui nous apportera sa vision sur le rôle des parties prenantes pour les collaborateurs qui vivent le changement et en quoi cela va leur permettre une meilleure sensibilisation et une meilleure acculturation. Du coup, pour introduire un petit peu Anne-Claire, je vais passer la slide suivante. Là, on va rentrer vraiment dans le thème de notre webinaire. Quel est le rôle des parties prenantes sur un projet de changement? Du coup, Anne-Claire, pour te présenter assez rapidement, tu es directrice des ressources humaines et RSE chez CETI. Donc, CETI pour Compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Et effectivement, toi, dans ton parcours, tu avais déjà eu l'occasion de travailler sur des projets de transformation avec des équipes dédiées. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas chez CETI. Donc, comment vous faites concrètement au quotidien pour ces projets? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis passée de 20 ans de banque et dans le groupe BPCE. Donc, je suis ravie de revoir connecter certains de mes anciens collègues où j'ai exercé différentes fonctions commerciales, d'organisation, de conduite du changement et après des fonctions de ressources humaines au monde industriel. Et évidemment, je suis arrivée dans des organisations qui sont fondamentalement différentes. Alors, c'est sûr que dans l'ETI que j'ai intégré, il y a 1300 collaborateurs et il y a une culture du changement qui est intrinsèque parce que c'est une entreprise qui a qui s'est énormément développée en peu de temps, à la fois en taille, mais aussi dans les différentes activités qu'on opère. Donc, c'était un fabricant de portes. Après, on s'est mis à faire des fenêtres. On a poursuivi sur le photovoltaïque et on a aujourd'hui aussi une activité de rénovation énergétique avec et on s'adresse à des profils de clientèle qui sont très différents les uns des autres et des implantations géographiques aussi qui sont assez étendues. Donc ça crée une agilité et une culture du changement au sein de l'entreprise qui est assez
qui est assez automatique parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, ce que j'ai observé dans les deux mondes maintenant que je connais, c'est que quand on n'a pas d'équipe de transfo, d'équipe de change ou des fonctions support en nombre pour accompagner le changement, je ne peux que constater que ça responsabilise beaucoup plus les managers et les équipes qui ont à la fois à réaliser leur mission, mais aussi qui sont responsables des évolutions et des conditions dans lesquelles elles se passent. Donc, c'est encore plus nécessaire de respecter ce que vous nous avez expliqué, parce que il n'y a pas d'équipe qui font à la place d'eux. Il faut répartir des ressources, il faut créer des communautés de travail pour s'assurer que les expertises elles soient bien regroupées. Et c'est encore plus important que les feuilles de route elles soient bien partagées et de s'assurer des bandes passantes. Alors, quand on est dans le monde industriel, le sujet du capacitaire, là encore, est quelque chose d'inné. Parce que on gère des volumes de production, on n'est pas sur des métiers de stock comme dans l'environnement bancaire, on gère des volumes de production où en permanence, il faut s'assurer du capacitaire des usines et de notre capacité à livrer. Et ça se sent dans la façon dont on conduit les projets. Voilà, après, sur parce que, alors, c'est comme toujours, hein, il n'y a pas d'organisation parfaite. Ce que j'observe, c'est quand on a des équipes de transformation ou d'organisation ou de change, comme j'ai pu le connaître dans le monde bancaire, un des risques, c'est de déresponsabiliser les métiers qui se sentent soit dépossédés, soit qui s'en arrangent, hein, c'est-à-dire qu'ils sont très contents qu'il y ait des équipes qui fassent les diags et les préconisations à leur place et qui infusent de la méthodologie. Donc, un des risques, c'est qu'on déresponsabilise et du coup que l'atterrissage ne soit pas forcément compris. Et inversement, dans ce que je vis à travers l'entreprise CETI, c'est que quand les métiers doivent s'occuper de tout, c'est qu'on fonce tête baissée pour réaliser nos évolutions, mais avec un risque de manque de prise de hauteur ou de ne pas faire le pas de côté qui serait nécessaire pour que le changement soit efficace, soit pas hors sujet et surtout soit bien appréhendé par les différentes parties prenantes. Donc, comment on fait chez CETI? Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, dans l'exercice budgétaire annuel qu'on fait avec chacune des directions, systématiquement, les fonctions RH, communication et SI sont associées aux réunions budgétaires parce qu'on veut s'assurer que les feuilles de route qu'on écrit, les niveaux d'investissement qu'on inscrit dans les budgets, s'accompagnent de fondamentaux, de formation, de capacitaires, d'outils et de communication. C'est le premier exemple que j'ai envie de vous donner. Le deuxième, c'est que on crée une culture du changement, à la fois évidemment de façon très classique dans des plans projets SI, mais aussi en créant des espaces de créativité, y compris dans les fonctions de prod, hein, où il y a des coins d'amélioration continue avec du management visuel qui est présent chez CETI depuis plus de 10 ans, qui permettent de montrer d'abord qu'on a le droit de faire évoluer sa fonction et ses méthodes de travail, et surtout qu'il y ait des résultats factuels et partagés. Voilà, j'ai essayé d'être un peu très concrète, hein, mais c'est très concret. Et justement, vous disiez effectivement d'embarquer dès le début des projets, mais comment vous faites aussi pour vous assurer que ces projets de transformation, entre guillemets, soient bien alignés avec la stratégie de l'entreprise? Ça, c'est là aussi une vraie attention et la croissance rapide du groupe CETI et son niveau de transformation, un des risques, c'était de partir dans tous les sens, hein, et de perdre les équipes dans ce qui est le sens et la vision de l'entreprise sur la façon dont on veut intervenir sur toute l'enveloppe de l'habitat. Là encore, je vais vous donner deux exemples et expériences qu'on vit. Une, il y a depuis 2 ans, et la dernière, elle est plus récente, c'est cette année. On s'est formé avec le comité exécutif à une méthode qui s'appelle la matrice POP. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais parce que dans la culture du changement, dans les clés de réussite, il faut que au plus haut niveau, on soit exemplaire dans la façon dont on écrit et on impulse le changement. Et donc cette matrice, elle est assez pertinente d'abord parce qu'elle est synthétique, donc elle oblige un comité exécutif
à décliner sa stratégie en faisant des choix, en s'assurant des équilibres entre les différents axes stratégiques. Ça oblige à faire des arbitrages et ça aussi oblige à faire un suivi. Parce que c'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel où il y a 4 entrées avec des lignes. Alors la règle du jeu, c'est que vous n'avez pas le droit d'en rajouter. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Donc vous choisissez vos axes stratégiques, il faut choisir les projets prioritaires et puis la façon dont ça se décline en indicateur de suivi. Mais donc je me répète un peu, mais ça oblige à faire des choix et surtout à ce que le comité exécutif soit aligné sur les priorités qu'on se fixe d'une année sur l'autre pour notre stratégie court terme et puis sur les plans à 4-5 ans. Voilà, donc ça c'est assez puissant et cette matrice POP, on la décline dans toutes les directions. Donc maintenant, toutes les feuilles de route des directions se formalisent sur cette matrice qui oblige à être synthétique et focus sur ce que vont être nos priorités de l'année. Et puis le deuxième exemple que je vais vous évoquer, alors ça sera public dans quelques semaines, mais on est en train de basculer entreprise à mission. Ça veut dire que nous inscrivons dans nos statuts, ce qui veut dire que ça nous sera opposable, une raison d'être et des objectifs sur lesquels on s'engage de façon long terme et qui sont inscrits dans nos statuts. Et là encore, alors ça ne nous contraint pas, mais ça, parce que j'aime pas ce mot contrainte, parce que finalement c'est assez négatif, ça nous donne une merveilleuse opportunité de toujours s'assurer que ce qu'on va faire en termes de projet, de transformation, de développement est aligné avec notre mission. Et ça sera d'autant plus important que maintenant c'est inscrit dans nos statuts et qu'on doit s'assurer de l'équilibre entre les objectifs qu'on se fixe. Effectivement. Et puis là, du coup, on était sur la vision stratégique avec ces exemples très concrets. Et si on revient sur, tout à l'heure, vous parliez d'actions concrètes pour accompagner les différentes parties prenantes et les populations impactées. Est-ce que vous avez d'autres méthodes, actions que vous avez pu mettre en place pour les acculturer justement au changement sur les différents projets? Oui. Là, je ne suis pas sûre qu'on soit très originaux, mais vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Dans les clés de réussite, c'est de donner les moyens et de créer les conditions de réussite. Et d'en donner les moyens, il y a les sujets d'accompagnement. Donc, on fait énormément de formation à la conduite de projet. Alors, de façon très aboutie et longue pour tous ceux qui sont chefs de projet, SI, marketing, et tous ceux qui pilotent ou bureaux d'études, par exemple. Et après, pour tous les autres acteurs, parce que par définition, on est tous acteurs du changement, on a créé des modules à travers un dispositif qui s'appelle la SETI Box, qui sont des modules créés et animés par des gens de SETI. Et je vais vous en citer quelques-uns. On en a un sur le swing du changement, un autre sur les grands facteurs clés et les méthodos de conduite de projet. Un troisième sur la communication sincère et positive, parce que vous l'avez dit, dans les facteurs clés de réussite d'un projet, il y a la façon aussi dont on communique entre les parties prenantes et dont on communique globalement sur le changement lui-même. Et ces modules, c'est des petits modules d'une demi-journée qui sont à disposition de tous et sur des formats qui sont très agiles. Voilà, sur ces deux exemples-là encore, j'essaye d'être... C'est très pratico-pratique. Je pense que ça fait, en plus, dans la communauté, ça permet de raccrocher avec des actions ou donner même des idées. Et du coup, une fois que vous avez fait ces actions-là, comment vous assurer que vous avez pu... que finalement, le changement est bien vécu par les populations, qui sont bien embarquées, etc. Est-ce que vous avez mis en place des actions aussi pour vous en assurer, pardon? J'ai deux niveaux de réponse à cette question. La première, c'est là encore quelques exemples d'actions, c'est court terme. C'est-à-dire qu'on a, enfin court terme, c'est plutôt de façon récurrente, on a des communautés, des points de rencontre à tous les niveaux et de façon très régulière. Et la meilleure façon de s'assurer qu'un projet avance, est bien vécu ou atterrit bien, c'est d'en entendre parler et d'être en proximité des équipes qui le portent et avec ceux que ça impacte.
Donc, on a des points de rencontre. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. C'est le top 5, donc c'est des créneaux extrêmement courts où on fait un point flash sur les différents projets. On a des points hebdomadaires, on a une revue des projets prioritaires au niveau du COMEX qu'on fait tous les mois. On a des calls mensuels sur les projets les plus transversaux, hein, où on réunit les différents acteurs. Et puis après, on a quelques indicateurs qu'on a mis en place parce que pour nous, par exemple, dans les signaux faibles d'un projet qui ne se passerait pas bien, c'est les projets qui traînent, où les jalons se rallongent, où on sent que les équipes se démobilisent. Et donc là, on a quelques indicateurs parce que chaque projet a une date de début, une date de fin. Quand la date de fin commence à s'éloigner, bah, c'est pour nous des signaux qui sont importants. Et après, la réponse plus long terme, c'est qu'on fait des baromètres sociaux. Hein, et le dernier date de décembre là, 2020, où dans les questions, on demande comment le changement a été vécu en termes de rythme, est-ce que les gens se sentent acteurs, est-ce qu'ils trouvent que ça a eu des impacts positifs et voilà, ça nous permet d'avoir des photos régulières sur la façon dont c'est perçu et vécu dans l'entreprise. Et justement, si vous aviez, comment dire, quels sont pour vous finalement les points de réussite d'un projet, d'un changement versus les erreurs à éviter dans le cadre de ce projet de transformation? Certains, vous en avez cité, mais pour moi, un des points, c'est que le sens et l'objectif soient définis et partagés dès le départ. Qu'il y ait des équipes qui soient mobilisées, hein, de bien définir les acteurs, que la charge soit bien appréhendée aussi, parce que souvent on se lance dans des projets, puis après coup, on nous explique que les équipes qui doivent se mobiliser n'ont pas le temps de le faire. Et il n'y a rien de pire parce que c'est frustrant pour tout le monde. Donc que la charge soit bien appréhendée au plus près, parce que c'est compliqué de tout prévoir. Et puis aussi la capacité d'absorption. Je vais vous donner là encore un exemple concret. Je suis rentrée dans une entreprise où les fonctions support n'étaient absolument pas dématérialisées. Hein, je parle notamment des fonctions RH. Donc, on a créé une feuille de route de transfo digital sur 5 ans. On a une liste de sujets qui est longue, mais il y a 2 sujets. C'est notre capacité, nous, équipe, à travailler, à choisir des outils et à construire les solutions. Et puis, la capacité des managers à absorber ça dans tous les outils qu'on va leur mettre à disposition. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes, là encore, pour s'assurer que l'absorption en bout de ligne, elle était OK avec le rythme qu'on s'était fixé avec l'équipe. Des points de validation et de décision qui soient fréquents avec des circuits courts. Et ça, voilà, j'ai quitté un monde où il y avait beaucoup de strates hiérarchiques et avec des cursus de décision qui ne sont pas toujours efficients ou bien compris ou définis. Et je suis arrivée dans un monde où il y a peu de fonctions support, peu de strates hiérarchiques. Et là encore, je peux constater que quand on a des circuits de décision courts et connus, ça rend la conduite du projet peut-être un peu plus fluide. Voilà, la communication, vous en avez parlé, la formation aussi. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est on fait un mail mensuel avec toutes les livraisons des projets et d'outils qu'il y a eu, où qu'elles soient, hein, que ce soit une évolution dans l'outil, les outils de production, comme une évolution dans l'outil de paye. Mais on a un mail mensuel qui est global à l'entreprise, qui explique les différentes évolutions et projets livrés. Et le dernier point, c'est la valorisation. Parce que souvent, on oublie cette dernière étape et il n'y a rien de pire pour des équipes qui se sont mobilisées, même sur des projets court terme, de ne pas être valorisées sur la réussite d'un projet. Merci Anne-Claire. Avec plaisir. Alors justement, alors j'ai vu que Ludovic avait déjà mis une question dans le chat, mais c'est le moment de justement, si vous avez des questions, à les poser à Anne-Claire. Ludovic posait la question: évaluez-vous le niveau de satisfaction de l'expérience vécue par les collaborateurs?
Alors, on ne l'évalue pas à chaque fois, on l'évalue à travers le baromètre social. Après, dans les entretiens individuels, chaque année, on demande, dans les questions qu'il y a les faits marquants qu'ils ont relevés au niveau du groupe, qu'ils doivent écrire, enfin voilà, renseigner et partager avec leur manager, et les faits marquants au niveau de leur activité, on leur demande comment ça a été perçu. Donc, c'est la réponse qui est pour moi la plus concrète et surtout exhaustive parce qu'elle est inclue dans tous les entretiens individuels où qu'on soit dans l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre le micro si vous le souhaitez directement par rapport à ce témoignage. Alors, dans ce cas, après, si ça vous revient plus tard, on est attentif aussi sur le chat, mais n'hésitez pas. On n'est pas très nombreux en plus, donc… Oui, pardon, Claude Oui. Demule, une question peut-être. Claude Demule, mutuelle à Aesio, et aussi un ex-caisse d'épargne, hein. C'est un repère d'ancien écureuil, j'ai l'impression, ici. J'ai passé aussi 25 ans à la caisse d'épargne, donc c'est bien, pour avoir d'anciens collègues. Plus sérieusement, vous avez parlé d'une matrice POP, je ne connais pas du tout. Vous pouvez nous en dire 2 mots, nous la présenter? C'est confidentiel au sein de votre entreprise. Je ne connaissais pas du tout cette appellation. Alors, je peux vous la présenter là en live, ça va être compliqué parce qu'effectivement, celle que j'ai sur mon PC en accès, c'est toute la stratégie du groupe CETI, donc je ne vais pas pouvoir partager mon écran. Je comprends. Mais vous trouvez sur Internet, hein, c'est assez accessible. C'est un outil où vous avez 4 entrées, c'est-à-dire qu'au cœur du fichier Excel, vous définissez la vision, et en l'occurrence pour CETI, on a mis notre raison d'être, hein, et la mission qu'on vient d'inscrire dans les statuts. Et puis, en dessous, vous mettez les 4 ou 5 projets stratégiques, engagements que vous prenez à travers cette mission. À gauche du fichier, vous définissez les 5 ou 7 priorités que vous vous fixez avec le COMEX. Et en déclinaison de ces priorités, les 10 projets prioritaires. Mais ce qui est intéressant dans l'exercice, et si vous le déployez, je vous invite à vous faire former, parce que ça paraît très intuitif, mais il y a plein de choses qui se cachent à travers cet outil dans ce que ça doit déclencher, et notamment dans le travail collectif autour de ça. Et c'est dommage de se passer de la formation. Mais c'est assez basique, mais souvent les choses basiques sont les plus efficaces. Ok. J'irai voir sur Internet. Merci. Ouais. C'est POP, P-O-P. Ok. Merci. Alors, on avait une autre question d'Anek. Comment déterminer la capacité d'absorption des managers ou des collaborateurs? Dans le chat. La façon dont on s'y est pris là, sur l'exemple que je vous donnais sur la feuille de route, c'est qu'on a fait un groupe de travail avec des managers, N+E, N+1, de prod, du commerce et de l'industrie et des supports. On leur a présenté et on a réordonnancé d'ailleurs avec eux en disant pour vous, c'est quoi les priorités, par quoi on doit commencer et comment on étale ça sur 5 ans. Parce que on n'a pas la vérité absolue et on ne peut pas avoir raison tout seul. Donc, pour moi, la meilleure façon de s'en assurer, c'est de poser la question. Et puis de savoir aussi, savoir aussi faire évoluer la feuille de route au fur et à mesure si on s'aperçoit qu'on a été trop ambitieux, ce qui est souvent un de nos gros défauts, hein, tous. C'est-à-dire qu'entre le moment où on commence et les ambitions qu'on se fixe et la réalité, quelquefois on est très optimiste, et donc il faut savoir, sans que ce soit vécu négativement, dire on arbitre, on met de côté, ou au contraire on prolonge. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois que sur le chat, on n'avait pas d'autres questions, mais vous pouvez prendre encore la parole, comme l'a fait Claude. Bah, écoutez, ce que je vous propose, merci encore Anne-Claire. On a un commentaire, c'est très intéressant, merci. Merci.
Ce que je vous propose, c'est de passer du coup au deuxième témoignage. Donc là, on avait une vision ressources humaines, effectivement, et c'est le témoignage du coup de Ludovic, qui travaille chez BPCE, au sein de la direction data, sur toute la partie comment acculturer finalement les populations et les sensibiliser dans le cadre de projets de changement. Du coup, Ludovic, donc tu es directeur relations établissement, démocratisation et support data. Donc, bienvenue encore et je te laisse la parole. Bonjour, merci pour l'introduction. En fait, je vais revenir faire un petit flashback. J'ai un profil qui est très proche de celui d'Anne-Claire. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire, Société Générale, Banque Populaire, l'informatique des banques populaires. Et j'ai eu plusieurs métiers. J'étais directeur de l'organisation, directeur des SI, directeur des prestations bancaires, toute la partie back, middle office, et directeur du développement RH, ce qui était mon dernier poste. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment un directeur du développement RH bascule dans le monde obscur de l'IT et de la data pour devenir directeur de toute la partie relations établissement et démocratisation data. En fait, mon métier, il est très simple. Il y a 3 fondamentaux. Le premier, c'est assurer le lien entre tout ce qui est développé par l'organe central de BPCE-SA pour les 105 000 collaborateurs et les 42 entreprises du groupe, et s'assurer que tout ce qu'on développe est bien compris et bien utilisé par tous nos clients. Le deuxième sujet, c'est de se dire, quand on déploie un produit, quand on déploie un service, d'être certain qu'il va bien être utilisé par tout le monde. Et enfin, de s'assurer qu'on a créé le bon terreau, c'est ce dont je vais vous parler, de formation et d'acculturation pour que tout le monde comprenne le sujet dont on va parler. Et quand on parle de la data, de l'intelligence artificielle, de la data science, on a vite fait de perdre beaucoup de monde parce que c'est souvent des experts qui prennent parole et qui vont avoir un jargon qui ne va pas parler à tout le monde. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à tirer, et on a beau avoir une très belle force de traction, à tirer 105 000 collaborateurs pour les amener dans le monde de la data. Et donc l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est comment on a fait pour embarquer ces 105 000 collaborateurs, et puis vous glissez les petites astuces ou les petits moments difficiles qu'on a pu traverser et comment on a essayé d'y répondre. Est-ce que tu veux que je prenne la main sur le support? Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux prendre le contrôle normalement pour passer les slides. Ce sera peut-être plus fluide pour toi. Ok, eh bien, je prends le contrôle si vous me le donnez normalement. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que moi, j'ai la mode présentateur du coup. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, on va commencer. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous parler de l'organisation qu'on a au niveau du groupe autour de la data. Le premier élément que j'aimerais vous partager, c'est qu'on s'est structuré. Je ne sais pas si les équipes Selensia, ça va vous parler, mais on s'est structuré comme une société de conseil, une société de service. Il n'y a pas de raison. Quand on crée une équipe, on a aussi le droit de s'amuser un petit peu. Et ce qu'on a fait avec notre équipe, c'est qu'on s'est dit, commençons par recenser tous les acteurs qui, dans le groupe, dans toutes les entités, travaillent autour de la donnée. Recensons toutes les offres de services qu'ils ont chacun développées de leur côté. Centralisons dans un catalogue de services qui s'appuie autour de 6 axes dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, j'ai constitué une équipe avec 6 personnes, 6 collaborateurs que je mets sur le terrain et qui sont des ingénieurs avant-vente. Leur job, c'est quoi? C'est d'aller au contact des banques populaires et des caisses d'épargne, de comprendre quels sont leurs besoins autour de l'innovation, de la data et du digital, et de leur apporter des solutions sur la base du catalogue de services que nous avons centralisé. Et ce catalogue de services porte des offres de toutes les entités du groupe, encore une fois. Il est articulé autour de 6 dimensions, et j'aurai fini sur la partie un peu rébarbative. 6 dimensions. D'abord, quelles sont nos solutions d'accès à la donnée? Quels sont les outils que l'on propose? Quelles sont les solutions de partage de bonnes pratiques? La démocratisation des cas d'usage, on pourra en reparler, c'est un point qui est extrêmement intéressant. La création d'une école de formation qu'on a appelée la Data Academy, la création de dispositifs d'acculturation, et puis des choses un peu plus lourdes en termes de sens côté data, toute la gouvernance qu'on a mis en place pour bien travailler autour des sujets data, et puis tous les dispositifs de management de la donnée et de mise en qualité de la donnée.
Je vais faire un focus sur les 3 points qu'on retrouve en rouge, en vert et en violet. La démocratisation des cas d'usage, la formation et l'acculturation. Quand je parle de formation, alors j'arrive pas à passer ici, voilà. Quand je parle de formation, je m'adresse en fait aux 2% des collaborateurs qui sont des experts de la donnée dans un établissement. Alors, on essaye d'identifier où ils se trouvent. C'est souvent dans les équipes marketing, contrôle de gestion, risque, un peu prestations bancaires et un peu audit. Ce sont des gens qui font de la data tous les jours, des fois sans le savoir. Ils font du reporting, ils analysent des reportings, ils font des extractions de données, des analyses de données, etc. L'objectif de la Data Academy, c'est de faire de ces gens-là des top guns de la data. C'est qu'ils deviennent des tueurs. Il n'y a pas meilleur qu'eux sur leur poste. Pour ça, on a développé une Data Academy qui s'appuie sur 3 principes. D'abord, on crée des parcours de formation. Ensuite, on forme les gens sur des outils. Et je dis bien ensuite. Et enfin, on s'assure que tous les dispositifs que l'on développe sont intégrés dans les cursus de formation et les outils groupes. Voilà, groupe BPCE, 105 000 collaborateurs, 42 entreprises. Anne-Claire le disait tout à l'heure, très hiérarchique, extrêmement structuré. C'est en plus un groupe mutualiste où il faut mettre tout le monde d'accord pour pouvoir avancer. Si on ne rentre pas dans les process, on est mort. Donc, un catalogue de formation, à la fois sur les métiers, à la fois sur les outils, intégré dans les outils RH et en partenariat complet. Alors, je ne sais pas si je vais... Est-ce que vous voyez afficher les petites animations ou non? Je ne sais pas si on le voit. C'est pas très Non, grave. j'ai pas l'impression. C'est pas grave. J'avais intégré à ce moment-là une remarque, c'est dire que cette Data Academy, on l'a construite avec les équipes RH. Tellement avec, on a détaché une collaboratrice qui est en charge de développer des programmes dans la direction de la formation groupe. On l'a détachée pendant 1 an dans nos équipes. Donc, elle était en totale immersion. Et à chaque fois qu'on a eu besoin d'elle pour aller toucher, par exemple, des directeurs formation dans les entités, elle prenait le relais et elle était 100% dans son élément, puisque c'est le job qu'elle fait au quotidien. Donc, pour pouvoir bien travailler ce volet formation, on a fait venir la RH à nous, on les a intégrés dans notre dispositif, avec une contrepartie, bien entendu, c'est que dès que ça a marché, dès qu'il y a eu un petit highlight sur le projet, on a renvoyé le mérite sur les équipes RH, sinon ça ne marche pas. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Alors, j'essaye de changer de slide, voilà. Après, je ne rentre pas dans le détail, on a développé 5 parcours de formation, un pour les data managers, un pour les équipes métiers, un pour les exécutifs, un pour les data scientists, à chaque fois en allant chercher le meilleur de ce qui se fait en termes d'académique au meilleur prix. Je vous prends un exemple. Pour les CDO locaux, ce qu'on appelle les data managers, on a créé une formation avec l'école polytechnique, une formation qui est certifiante et diplômante. Donc les collaborateurs du groupe viennent se former pendant 16 jours à une formation, ils sortent avec un diplôme et ils sont extrêmement fiers et ils l'affichent. Ils affichent qu'ils sont fiers d'avoir passé cette formation. Résultat, notre cible qui était d'une trentaine de collaborateurs va être quadruplée d'ici la fin de l'année parce qu'il y a plein de collaborateurs qui travaillent avec le data manager, qui sont leurs patrons ou qui sont dans leurs équipes, qui veulent suivre cette formation. Et comme on a créé une formation certifiante, elle est éligible au CPF, chacun peut la financer ou en financer une partie sur son CPF. Résultat, on peut l'offrir à beaucoup plus large. Deuxième point sur cette formation, elle marche tellement bien que des CDO, enfin des CDO d'autres entreprises nous demandent de l'ouvrir en extra-entreprise, chose qu'on va faire début 2022. Donc cette formation qu'on a développée pour BPCE, on l'ouvre grâce à Polytechnique et à Business et Décision, nos partenaires sur le dispositif, on l'ouvre beaucoup plus largement à d'autres entreprises. Et la formation sur le business, là, on visait à peu près 2000 collaborateurs au niveau du groupe. Et on s'est dit, mais comment on va pouvoir donner envie à 2000 collaborateurs de faire une journée? D'abord, en créant un programme où ils ne trouveront pas mieux ailleurs. Donc, on est les meilleurs sur le dispositif qu'on propose. On arrive au bon moment et surtout au bon prix. On arrive à sortir une formation individuelle à 70 € TTC par collaborateur la journée. Je veux dire, si vous formez 10 personnes, vous ne ruinez pas votre entreprise. Donc, ça a plutôt bien marché. Ensuite, on a monté également des dispositifs de formation sur les outils pour rendre les choses très concrètes.
des formations sur Power BI, sur Alteryx, qui sont nos outils de data visualisation et data préparation. Tout ça, ce n'est pas un concept. En 9 mois, on a formé 1350 collaborateurs pour 2200 jours de formation. Donc ça délivre même assez fortement. Et on a un beau succès puisque on évalue une formation avec un Net Promoter Score. Vous savez, c'est comment on évalue les promoteurs de la formation. Et on a un NPS de 27 sur l'ensemble du dispositif de la Data Academy. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que une fois qu'on a formé les 2% d'experts, ils sont à bord, on les a embarqués. Et pour continuer et pour avoir un vrai ancrage mémoriel, on crée derrière des clubs utilisateurs, on crée des cercles qui continuent à permettre aux collaborateurs d'apprendre dans le temps, mais avec une contrepartie. C'est nous, on investit sur vous pour vous continuer à apprendre et continuer à vous valoriser, mais si on investit du temps sur vous, vous allez investir du temps sur des collaborateurs non experts pour les embarquer. C'est la technique de l'escargot. Moi, je mets de l'énergie pour embarquer 2000 collaborateurs et j'arrive à peu près à tracter 2000 personnes avec mon équipe. Mais ça marche que si eux vont chacun individuellement m'embarquer 10 collaborateurs de plus. Et donc 2000 x 10, j'ai 20 000 collaborateurs. 20 000 collaborateurs, vous qui êtes expert de la gestion du changement, j'ai embarqué 20% de mes collaborateurs. Le verre est dans le fruit, comme on dit. Quand on a embarqué 20% des collaborateurs sur la transformation d'un sujet comme la data ou l'IA, l'énergie est lancée. Et les autres collaborateurs, on va réussir à les embarquer. On va réussir à les embarquer comment? On va réussir à les embarquer en mettant en place des dispositifs d'acculturation. Je vous ai dit qu'on a formé les 2% d'experts. Notre ambition, elle est ensuite d'acculturer les 98% de non-experts. Et c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué d'acculturer que de former? Parce qu'un collaborateur demande à être formé. Il ne demande jamais à être acculturé. C'est moi qui veux les acculturer sur la data, ce n'est pas eux qui veulent être acculturés. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des dispositifs qui permettent de donner envie. Déjà qu'ils soient sur des temps très courts, sur des thématiques très identifiées, qui correspondent au sujet d'intérêt des collaborateurs auxquels on va s'adresser. Typiquement, un collaborateur, quand on parle de data, il y a un truc qu'il déteste, c'est faire des plans de remédiation ou des plans de mise en qualité de données. Alors ça, quand on envoie un listing à un collègue dans le réseau en lui disant tu vas rigoler, mais il faut que tu appelles 150 collaborateurs pour aller capter leur mail ou leurs revenus. C'est non productif, ça ne va pas créer de business pour eux, ils détestent ça. Comment on peut arriver à rendre ce sujet de la mise en qualité des données un peu ludique? Comment on peut le rendre intéressant? Eh bien, en m'entourant d'équipes qui ont déjà fait ce métier. Tous les partenaires qui sont dans mon équipe viennent des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne, ont déjà été conseillés, ont déjà eu des expériences dans les services centraux. Ils savent comment ça marche. Ils connaissent les collaborateurs auxquels on s'adresse. Ils savent capter les boules blanches. Les boules blanches, vous savez, au billard, c'est le truc qui va taper sur 3 bandes avant de taper dans la bonne boule pour que vous marquiez le point. C'est ça que j'attends des transformeurs qui sont à mes côtés. Ces partenaires, il faut qu'ils connaissent les utilisateurs auxquels on s'adresse. Il faut qu'ils sachent me proposer des choses extrêmement pragmatiques et concrètes et qu'ensuite, sur le terrain, ils arrivent à convaincre pour qu'on ait du feedback. Tout ça, je vous le présente avec beaucoup de jovialité et d'intérêt. Par contre, toutes nos actions sont pilotées par 2 KPI. Un KPI quantitatif, ça ne sert à rien de développer des offres de services si elles ne sont pas consommées. Et un KPI qualitatif, le NPS dont je vous parlais tout à l'heure, si vous voulez que votre offre trouve son public, il faut qu'il y ait une bonne satisfaction des premiers adopteurs qui vont ainsi en assurer la promotion. Je vais juste vous dire voilà, deux choses sur l'acculturation. Pour pouvoir être légitime sur l'acculturation, il faut pouvoir renforcer la légitimité des actions qu'on va lancer. Pour qu'elles soient légitimes, il faut qu'elles soient courtes. Il faut qu'elles soient ciblées sur le métier. Il faut qu'elles créent une valeur très rapide et que les utilisateurs en assurent eux-mêmes la promotion. Si on arrive à embarquer 100, 200, 500 collaborateurs sur notre force de conviction, c'est très bien. Et ce qui est top, c'est ensuite leur donner la parole pour qu'eux arrivent à convaincre ceux qui étaient dubitatifs à suivre les dispositifs d'acculturation. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, je suis convaincu à 100% de ce que je vous dis.
Pour rentrer un peu plus dans le détail sur nos dispositifs, en fait, ils visent à faire quoi? 4 choses. Alors, je vais me mettre à la présentation de mon côté parce que comme je suis en mode présentateur et que passer les 45 ans, la vue commence à baisser un petit peu, je ne vois pas ce que j'ai écrit. Donc, donner du sens, bien entendu. Renforcer le rôle du data manager qui est notre relais local. C'est le premier qu'on a embarqué, c'est celui qui fait tout le job de transmission d'énergie localement. Donc, il faut qu'on l'ait à bord. Il faut que ce soit lui qui brille dans son établissement. Notre offre de service, il faut qu'elle soit variée pour toucher le plus largement possible. Et on essaye de la segmenter sur des actions et en parallèle des dispositifs très variés qui peuvent aller de séquences vidéo, de webinars, en passant par des podcasts, en passant par des jeux, en passant par des dispositifs sur notre outil interne de formation qu'on appelle BDigit, etc. Donc, on a à la fois construit la pédagogie de nos dispositifs d'acculturation et puis, comme sur la formation, on a intégré les collaborateurs de l'ARH à nos côtés pour construire les dispositifs, sur l'acculturation, on a intégré dans nos équipes des collaborateurs de la communication. Chacun son job. Nous, on peut avoir l'idée de créer une saga data une saga vidéo autour de la data. On peut voir le truc, on peut y penser, on s'est dit, bah, tiens, on veut faire comme Jamie dans C'est pas sorcier, avoir un truc dans le même esprit. Par contre, après, le tourner et le réaliser, c'est une affaire de pro. Donc, il faut qu'on ait des communicants à nos côtés pour pouvoir créer ces dispositifs. Et là aussi, ça marche plutôt pas mal quand on voit les résultats que l'on a sur les dispositifs que l'on propose. Donc, l'ensemble des dispositifs d'acculturation que l'on propose aujourd'hui s'appuie sur des kits à destination des experts data versus ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'ils aillent en assurer la promotion, qu'ils aillent chercher les collaborateurs. Des kits à destination des communicants. Et on a tous connu ça dans nos entreprises. Si vous voulez créer votre petite PME bouladiste, faire de la RH, faire de la com sans associer les équipes RH ou com, juste vous êtes mort parce qu'à un moment donné, vous n'aurez pas l'accès à la mer. Donc, si on veut avoir accès à la mer et pouvoir diffuser du contenu de communication sur les médias de l'entreprise, il faut qu'on ait embarqué très tôt les équipes de la com, qu'elles soient partie prenante, qu'elles aient construit avec nous, et ensuite qu'elles puissent aller convaincre les directeurs communication dans chaque établissement que ce qu'on a fait, c'est pour eux et qu'ils peuvent se l'approprier à n'importe quel moment. Et puis, dernier point qu'on n'a pas encore complètement finalisé, c'est avoir un catalogue d'actions accessible à tout le monde, où chacun peut, à son rythme, quand il le souhaite, aller piocher. Ça, c'est le dernier sujet sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Voilà, en mode un peu, peut-être un petit peu rapide et synthétique, comment on a abordé ces sujets de formation et d'acculturation en lien avec les équipes RH et communication. Merci Ludovic. Justement, est-ce que, pour rebondir, est-ce que vous avez des questions Ah, alors, je vois dans le chat ce que je retiens et qui est très intéressant. Vous avez de par votre parcours une maîtrise de l'accompagnement et des différentes actions-missions qu'il faut porter et c'est un vrai plus. Vous avez développé votre activité autour des axes acculturation, sensibilisation, envie d'y aller, formation, connaissance, valorisation, suivi, soutien via la démocratisation des cas d'usage de manière vivante, pratico-pratique, portée sur le terrain. Ça donne envie. Merci pour votre partage. Je rougis à distance. Je vais rajouter 2 éléments. J'ai eu un parcours d'une quinzaine d'années dans le groupe BPCE. J'ai piloté des équipes larges, des équipes d'experts, etc. Quand je pilotais les équipes Prestat de BPAK, j'avais 350 personnes dans mes équipes. J'ai à un moment donné piloté les équipes Orga, les équipes SI, les équipes prestations, les équipes développement RH, des expériences très plurielles. Et quand je suis arrivé à BPCE, ce que m'a proposé mon patron, Yves Tirode, qui est un grand expert du digital et de la data, qui s'est entouré de grands experts qui ont tous le même profil. Ils sont polytechniciens, subtélécom, ils ont fait une partie de leur carrière dans les telcos. Ils sont brillants, la tête bien faite, mais ils ne connaissaient rien au monde bancaire. Ce que m'a proposé mon patron, c'est de créer une équipe, une petite équipe, et de me focaliser sur 2 sujets. Me focaliser, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire au départ. Me focaliser, ça veut dire arrêter de me disperser sur des tonnes de sujets et prendre 2 points, la formation
alors 3 en l'occurrence, la formation, l'acculturation et l'accompagnement des établissements, de monter une équipe de tireurs d'élite et de ne faire que ça. J'y ai pris un sacré plaisir. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai créé cette équipe, 2 ans pour constituer une équipe de 20 personnes derrière moi, et pour relever ce challenge qui est en train de plutôt pas mal marcher. Donc il nous reste une grosse année pour atteindre notre objectif. Et cet objectif autour de la data, on est en train de l'élargir progressivement à 2 volets que sont l'IA et l'innovation, voilà, pour acculturer le groupe sur d'autres dimensions. Et quand on voit comment on avance au niveau du groupe sur tous les sujets liés à la data, je me dis que bon, ben voilà, peut-être que j'ai contribué à apporter un bout de pierre à l'édifice. Deuxième point, dans le profil, je pense que quand on veut faire de l'accompagnement du changement, il faut aimer l'humain, il faut aimer les hommes, il faut aimer les femmes, il faut aimer faire plaisir, il faut aimer donner, il faut aimer faire grandir et voir grandir les autres. Quand on a ces valeurs et ces qualités intrinsèquement en soi, ça devient assez naturel et assez facile de mener du changement et d'essayer d'impulser le changement. Merci Ludovic. Je vois que Claude, alors on a eu aussi un retour de Raphaël, très intéressant, Ludovic, et Claude qui met « Je confirme, super riche comme retour, merci Ludovic ». Je vois qu'il y a une petite question d'Anaïk tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pour moi ou si c'était avant. C'était juste avant. Mais pourtant, j'aimerais bien répondre quand même. Elle n'était pas pour moi, mais j'aimerais bien y répondre. Parce que c'est une question qu'on se pose souvent. C'est comment déterminer la capacité d'absorption des managers ou des collaborateurs. Donc, c'était vrai pour Anne-Claire, c'est aussi vrai pour nous. Parce que quand on met en place des dispositifs, il faut toujours qu'on ait ça à l'esprit. C'est quand est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on arrive au bon moment? Est-ce qu'on lance des campagnes nationales qu'on va démultiplier pour tout le monde? Moi, j'y crois pas. J'y crois, mais absolument pas. Je vous disais que j'ai 42 clients en face de moi. Tout ce qu'on développe, on le développe comme des offres qu'on a sur étagère, qu'on peut activer à n'importe quel moment. On l'active en priorité avec ceux qui ont envie, ceux qui ont la conviction et qui ont réussi à embarquer leur CDG ou leur comité de direction. Une fois qu'on a réussi à en embarquer 2 ou 3, on les met en avant pour qu'ils en assurent la promotion. Et ensuite, on essaye de convaincre les suivants d'adhérer. Mais ce qu'on évite de faire, c'est tout le monde au même moment, d'une façon un peu stalinienne. On a décidé que c'est maintenant qu'on démultipliait, c'est maintenant qu'on doit démultiplier. Ça ne marche pas dans un groupe mutualiste. Moi, je l'ai vécu pendant 15 ans de l'autre côté et je détestais ça. Donc, j'essaye de renvoyer à mes collègues ce que j'aimerais qu'on me renvoie si j'étais encore à leur place. Merci Ludovic. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je vois que Anne est en train d'écrire. N'hésitez pas. Je voulais dire juste merci. Je ne pensais pas, en général, tout le monde au même moment, c'est souvent ce qui est fait dans les entreprises. Ouais. Et effectivement, faire par équipe pilote, c'est beaucoup plus judicieux. Ouais. Et intégrer un peu de, comment dire, un peu de sur-mesure au prêt-à-porter. C'est accompagner le changement avec du prêt-à-porter, c'est important sur certains grands projets, mais il faut savoir aussi proposer à des collaborateurs du sur-mesure parce que ça les valorise. Et à partir du moment où ils sont valorisés, ils vont aussi mettre un petit peu plus d'intérêt à la démarche qu'on leur propose. Mais c'est un beau challenge avec 105 000 collaborateurs de Oui, faire du sur-mesure. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ouais. C'est pour ça qu'il est crucial d'identifier ces relais, d'ultra-valoriser ces relais dans un premier temps et d'être sûr que les relais derrière vont pouvoir tracter à leur tour. Tout seul, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment un job collectif. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. À ce moment-là, merci encore pour ces témoignages et ces remarques que vous avez pu nous remonter.
Charlène, est-ce que tu veux partager? Normalement, vous revoyez le premier support, non? C'est bon? Oui, c'est bon. On le voit bien à l'écran, oui. Ok. Donc, merci encore pour ces retours d'expérience. On va voir maintenant rapidement pour conclure quelles pistes d'action on peut embarquer, mettre en place pour embarquer vraiment les parties prenantes sur des projets de changement, mais aussi pour les intégrer à la stratégie de l'entreprise. Donc, ce qu'on va vous présenter là, c'est des choses assez basiques et assez simples, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. Et c'est bien de le rappeler quand on met en place des projets de changement pour pas se faire piéger justement. Et donc, comment on peut éviter les pièges? Tout d'abord en ayant une mauvaise définition des rôles et des responsabilités. Donc ça, on l'a vu au tout début, le fait de mettre en place un RACI, de définir vraiment les rôles et responsabilités de chacun, ça va nous aider, parce que lors d'un lancement du projet, c'est important vraiment que chacun comprenne son rôle, ses responsabilités. Si les rôles ne sont pas suffisamment clairs et que les attentes exactes ne sont pas assimilées par les parties prenantes ou par l'équipe projet, ça risque, l'équipe va faire fausse route finalement. Et dans la plupart des entreprises, c'est vraiment le chef de projet qui doit s'assurer que chacun a bien compris ce qu'on attend de lui. Et les parties prenantes aussi du projet doivent également pouvoir identifier leurs objectifs. Donc là, c'est vraiment le chef de projet, le chef de projet donc classique ou transformation qui va devoir prendre en compte cette action-là. Ce qui est aussi un piège, c'est de ne pas entretenir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça va être un facteur très déterminant pour la réussite d'un projet. Une équipe qui finalement ne se connaît pas, ne s'apprécie pas, aura vraiment sera moins productif finalement. Donc après, il existe des moyens très simples pour créer du lien, comme organiser des rencontres informelles avec des futurs membres s'ils ne sont pas dans l'équipe au préalable, ou aussi réaliser des ateliers pour apprendre à mieux se connaître et organiser des actions du type dynamique collective pour justement créer un vrai esprit d'équipe et faire en sorte que tout le monde se connaisse et se comprenne les enjeux du projet pour avancer ensemble. Un des pièges aussi à éviter, c'est d'avoir une mauvaise communication. Bon nombre de projets rencontrent un problème de communication et une mauvaise communication, ça peut s'expliquer par différentes causes, comme finalement des personnalités qui sont difficilement compatibles au sein de l'équipe, ça peut arriver. Un environnement de travail inadapté, des outils de communication défaillants. Donc aussi, quand on a une multitude d'outils, il faut bien choisir son outil pour que la communication ait un vrai impact derrière. Parce que finalement, les conséquences, elles vont être nombreuses s'il n'y a pas une bonne communication. On va avoir de l'incompréhension, de la déception, du stress, un travail précipité. Et finalement, derrière, le projet ne sera pas une réussite. Donc, pour toutes ces raisons, il est important de bien soigner sa communication et de vérifier régulièrement que l'équipe entière participe aux échanges. Et c'est à la fois une responsabilité donc, du groupe, du collectif, mais aussi une responsabilité individuelle. Donc chacun doit veiller à ce que l'information circule et que les échanges soient courtois, que la parole de chaque membre soit écoutée, entendue, respectée. Et pour s'assurer que la communication fonctionne bien tout au long du projet, on peut citer aussi un exemple de baromètre qu'on peut réaliser et qu'on réalise aussi, nous, sur nos missions d'accompagnement du changement, qui est le baromètre ICAP. Donc, information, compréhension, acceptation et action derrière. Donc, du coup, ce baromètre, ça va permettre de mesurer au fur et à mesure du projet. Donc, au tout début du projet, quand le projet n'est pas du tout encore connu, voir si finalement, il y a quand même peut-être des bruits de couloir ou des choses, des informations qui passent et il y a déjà une connaissance du projet. Et puis, au fur et à mesure du projet, quand il est lancé, voir comment évolue cette communication et si tout le monde adhère, comprend le projet et intègre vraiment le projet. Donc, il y a des petites actions qu'on peut mettre comme ça. Après, il y a d'autres communications très classiques du type newsletter ou autres supports pour donner de l'information au fur et à mesure. Et dernier piège à éviter, c'est de minimiser les indicateurs et surtout les oublier. Puisque le fait de mettre en place une méthode, planifier des tâches, c'est bien, mais il faut aussi suivre le bon déroulement de ces actions, c'est mieux. Et finalement, le fait que le projet ne se déroule pas selon le plan imaginé au préalable, c'est pas forcément une erreur.
car ça peut montrer aussi que l'équipe sait s'adapter aux imprévus et sait mettre en place des actions au fur et à mesure, mais il va falloir aussi quand même les prévoir. Donc, si l'équipe ne suit pas le plan prévu, elle doit aussi le faire en conscience et pouvoir s'assurer régulièrement que les attendus peuvent être améliorés ou peut aussi justifier les écarts qu'il y a éventuellement sur un projet. Donc, le fait de définir des indicateurs dès le début, dès le démarrage du projet, ça va permettre aussi d'éviter tout ça et de se dire qu'on a mesuré les risques. Il y a des risques, on le sait, sur un projet et donc au moins on peut y faire face plus facilement. Si on continue, donc sur les facteurs clés de succès, on en a beaucoup parlé, mais comment on fait en sorte aussi que le changement soit un succès et qu'on est sûr vraiment de bien embarquer toutes les parties prenantes? Finalement, c'est ce qu'on a dit au début, le fait de cadrer les parties prenantes, ça va être hyper important. La partie cadrage, on a tendance à la sous-estimer et à la bâcler. C'est une erreur parce que finalement, c'est ça qui va aussi faire la réussite d'un projet de transformation dès le début. Et le fait d'intégrer les parties prenantes dès le démarrage du projet, ça permet aussi d'avoir une base solide et d'avoir un projet qui fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire que si on ne les intègre pas dès le début, le projet sera un échec, mais ça aide grandement de le faire au démarrage. Ce qui est aussi important et qui est un facteur clé de succès, c'est de s'assurer de l'alignement du projet à la stratégie de l'entreprise. Ça permet aussi de rester aligné tout au long du projet. D'ailleurs, je vois qu'on a fait une faute, mais c'est pas grave. C'est ce que on a eu l'exemple aussi avec Anne-Claire tout à l'heure sur les différents outils pour voir aussi comment on peut s'aligner avec la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est des petites actions qu'on peut mettre en place aussi pour voir au fur et à mesure que l'alignement se fait tout au long du projet de changement. Ce qui est important aussi, c'est d'instaurer une culture du changement dans l'entreprise et notamment au niveau des parties prenantes, donc les sensibiliser, les former. On voit qu'il y a beaucoup plus de besoins au sein des entreprises sur former de manière théorique à l'accompagnement du changement. Donc ça, on voit que ça ressort vraiment beaucoup, c'est que finalement, c'est bien d'accompagner les équipes sur un projet de changement. Néanmoins, il y a certaines équipes qui ont besoin de savoir vraiment ce que ça veut dire le changement. Donc, de manière très théorique, pourquoi on doit changer, ce que ça implique le changement. Et donc, ça devient vraiment de plus en plus visible en entreprise. Les personnes ont vraiment besoin qu'on leur donne du sens et qu'on leur explique pourquoi on doit changer, qui est vraiment cette recherche de sens pour accepter le changement et embarquer vraiment tout le monde autour d'un changement. Donc, ça peut être vraiment des sensibilisations sur comment mieux vivre le changement, comment avancer, se mettre en action après un changement, etc. Tout ça, c'est des sensibilisations, des formations qui peuvent être mises en place en entreprise pour aider les personnes à accepter un changement. Et puis ensuite, vraiment faire participer pour que finalement chaque partie prenante soit un vrai acteur dès le démarrage. Donc, vraiment être dans l'action et dans la participation de toutes les parties prenantes, tous les membres du projet pour que ce soit une réussite. Et donc, si on va un peu plus loin, ce sera un petit peu la conclusion. Finalement, on en a parlé beaucoup tout à l'heure sur le fait d'intégrer les managers, etc. La question du départ, c'était comment embarquer les parties prenantes, notamment la RH et la com, sur des projets de changement, puisque on voit que sur certains projets, c'est pas forcément le cas, et quand c'est le cas, on voit que c'est une réussite et que ça met une bonne dynamique. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui existent sur un projet de transformation et qui ne sont pas à négliger. Et qui peuvent aussi contrebalancer si finalement, à un moment donné, on a une difficulté à embarquer certaines populations. Ça peut aussi nous aider à embarquer le collectif. Donc, on peut aussi penser à d'autres acteurs comme le middle management, les relais d'influence au sein d'une entreprise, le sponsor, la gouvernance et finalement le top management, les membres du COMEX, du CODIR, vraiment qui vont porter un projet et qui vont être embarqués peut-être plus facilement sur certains projets. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ces autres acteurs. Il y a aussi le CSE. Parfois, ça peut être finalement
des personnalités compliquées parce qu'ils ne vont pas vouloir que des projets se mettent en place, mais au contraire, sur certains projets, ça va être des acteurs qui vont être facilitants. Donc, en fonction des projets, en fonction du thème, etc., il ne faudra pas hésiter à s'appuyer sur ce type d'acteurs. Et finalement, le fait de s'appuyer sur eux, ça va permettre d'embarquer le collectif et de disperser aussi les jeux de pouvoir et les responsabilités. Plus il y aura d'acteurs, plus les personnes seront embarquées, plus aussi il y aura une homogénéité et des responsabilités qui seront dispersées au sein des populations pour amener derrière à plus d'impact sur le projet. J'ai terminé sur les pistes d'action. C'était assez rapide, mais c'était vraiment pour conclure tout ce qu'on a vu depuis le début et qu'on a vu à travers les retours d'expérience. On a terminé la présentation, le webinaire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières? C'est le moment, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Encore un grand merci à Ludovic et Anne-Claire. Je vous partage un petit sondage. N'hésitez pas à poser votre question entre-temps, hein, mais je vous partage un petit sondage pour un petit retour à chaud du temps investi sur cette session. Il y avait une question par rapport au support, savoir si on allait bien partager les slides. Oui, oui, ça sera envoyé, pas de souci. Ça sera bien envoyé, hein, soyez rassurés. Eh bien, écoutez, je pense que tout le monde est en train de répondre. En tout cas, merci encore à tous. On vous donne rendez-vous au prochain événement. Donc, probablement, on n'a pas encore défini la date, mais ce sera probablement à la rentrée, donc en septembre. On va travailler là-dessus. N'hésitez pas à nous remonter aussi si vous avez des besoins spécifiques, des sujets que vous voulez voir aborder. C'est ce qu'on avait fait aussi pour cet événement-là. Et puis, qui sait, peut-être qu'on pourra faire quelque chose en présentiel la prochaine fois. On verra selon l'évolution de la crise sanitaire. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci encore à Anne-Claire et Ludovic pour leur présentation. Merci à tous pour vos remarques et vos questions. Et on vous souhaite une très belle journée ensoleillée. On a de la chance aujourd'hui, en tout cas en région parisienne. Bonne journée, merci. Merci à tous. Bonne journée. Tous, très bonne journée. À bientôt. Bon, je crois que